Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. Le secteur du bâtiment recrute et propose de nombreuses possibilités d'emploi à de jeunes recrues. Mais travailler dans ce domaine nécessite une formation spécifique sur la prévention des risques professionnels. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Arnaud Chaumont, qui est responsable formation initiale pour l'OPPBTP, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Arnaud Chaumont, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelques chiffres tout d'abord sur malheureusement les accidents du travail qui arrivent dans ce domaine bien particulier qu'est le BTP. Oui, effectivement, le BTP a aussi des soucis de prévention des risques, donc avec un peu plus de 150 000 accidents du travail en 2011. Dont 144 mortels, un peu plus de 6600 maladies professionnelles aussi déclarées, et les jeunes sont particulièrement touchés dans ce domaine-là. D'accord. Alors justement, comment sensibiliser les plus jeunes aux risques du métier? Comment les préparer à l'exercer sans danger? Des sessions sont mises en place par l'organisme professionnel de prévention, exemple au CFA de Pont-à-Mousson, où l'on donne aux apprentis des conseils très pratique à travers des exemples très concrets également. Reportage d'Evelyne Billot et de Thierry Gannet. Monter et travailler sur les toits est le quotidien de Michel Hamon. Cet artisan a toujours pris soin de porter ses équipements de sécurité, sauf en juin 2004, où la seule chute de sa carrière a failli lui coûter la vie. C'est toujours bête, c'est toujours trop tard, on aurait toujours pu l'éviter, etc., etc. Et les accidents sont malheureusement encore trop fréquents, et les jeunes de moins de 25 ans, donc à qui on s'adresse dans ces sessions de 100 minutes, sont 4 fois plus touchés par les accidents du travail que les autres salariés. Deuxième question. Pour descendre dans les fouilles, vert, j'utilise prudemment le talus. Chute de hauteur, ensevelissement, équipement de protection durant 100 minutes, les témoignages et les quiz se succèdent. L'objectif, faire réfléchir les apprentis sur les risques professionnels des métiers du bâtiment, prévenir ces accidents qui peuvent stopper une carrière. Un accident crée une incapacité temporaire de travail, ce qui peut remettre en cause le projet professionnel derrière. Ça crée une insécurité et un choc psychologique qui pourrait remettre en cause leur envie de rester dans les métiers du BTP. Donc la volonté, c'est de dire, voilà, ce sont des chantiers à risque, mais il y a multiples solutions aussi pour prévenir ces dangers-là. Des solutions abordées bien sûr dans tous les cours suivis par les 1200 apprentis du CFA de Pont-à-Mousson, mais ces 100 minutes proposées par l'organisme professionnel de prévention permettent de marquer les esprits. Puis on n'a peut-être pas non plus tout de suite le réflexe d'y penser, et il faudrait que ça devienne une habitude à prendre. Et c'est bien ce petit rappel. Oui. Ça permet de prendre conscience avec tous les dangers qu'on peut rencontrer tous les jours au travail. Et c'est des choses que vous savez? La plupart, non. La plupart, je savais même pas. Je faisais comme d'habitude, et peut-être que maintenant, on va prendre un petit peu plus de précautions. Voilà, c'est donc efficace. Alors vous faites effectivement de la prévention à deux niveaux. Tout d'abord dans les établissements, comme on vient de le voir, dans des CFA, mais également dans des écoles, par exemple, d'ingénieurs. Oui, tout à fait. On intervient à tous les niveaux. Alors cette opération 100 minutes, c'est une opération qu'on mène déjà depuis 4 ans, oui. Notamment dans les CFA, mais on essaye d'intervenir à tous les niveaux de la formation, du CAP jusqu'aux écoles d'ingénieurs, à l'OPPBTP, ça fait partie de nos missions. D'accord. Alors les préventions du risque, ça fait vraiment partie pour vous de la compétence professionnelle. C'est une partie intégrante de cette compétence. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas la compétence professionnelle d'un côté et la prévention de l'autre. Ça fait vraiment intégralement partie de la compétence. Un peu comme aujourd'hui, si vous faites de la plongée sous-marine, vous n'envisagez pas de faire cette activité sans avoir un équipement approprié et une formation appropriée pour faire en toute sécurité cette activité. Pour l'activité professionnelle, BTP ou autre, c'est la même chose. D'accord, vous avez donc dit deux niveaux, les établissements, on vient de le dire, mais vous travaillez également directement au niveau des ministères. Là aussi, quel intérêt? Oui, tout à fait, on apporte notre appui aux établissements vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis des enseignants également, mais oui. Aussi on travaille aux côtés des professionnels et des enseignants
dans les commissions du ministère qui rénovent et mettent en place les référentiels de diplômes pour que la prévention soit mieux intégrée dans ces diplômes et au final arrive à être mieux intégrée dans les formations. Justement, quels sont les risques les plus importants que vous rencontrez le plus, que les gens rencontrent le plus sur le terrain, les opérateurs? Alors, au niveau du BTP, chute de hauteur, bien sûr. Le risque routier aussi est très présent. Mais également des risques liés aux manutentions manuelles font partie des risques les plus importants que les opérateurs ont à combattre. Justement, comment ils peuvent les identifier, ces dangers? Alors, ça fait partie justement de tout ce travail que l'on fait en formation, l'identification des situations dangereuses et comment s'en protéger. Et ça dépend aussi du niveau auquel se situe la personne. Pour un opérateur, c'est je suis un professionnel, je me protège. Équipement de protection individuelle, équipement de protection collective, c'est mieux. Je travaille derrière les équipements qui sont en place. Oui. Et puis, je respecte les méthodologies qui ont été mises en place par mon entreprise. Par contre, quand on travaille à un niveau de conception, ingénieur, à ce moment-là, on va travailler avec les établissements pour aller vers des mesures organisationnelles. Par exemple, on décide d'assembler une charpente au sol plutôt que de l'assembler directement en place. On évite les problèmes de chute de hauteur. Bien sûr. Mesures techniques, on investit dans du matériel, des nacelles, des échafaudages et mesures humaines. La formation professionnelle fait aussi partie de cet arsenal, mais ces mesures-là, c'est bien entendu l'encadrement qui peut prendre ce type de mesures et en aucun cas les opérateurs qui peuvent en décider. C'est donc l'anticipation qui est très importante? Oui, tout à fait. Plus un risque est prévu en amont, mieux il est géré et plus c'est efficace. Le matériel, la réglementation, c'est aussi des choses qui ont bien évolué, j'imagine? Oui, bien sûr. Alors au niveau de la formation, puisque c'est ce dont je m'occupe, la formation a bien évolué au niveau de la réglementation, notamment par exemple l'obligation pour tous les CAP de passer le brevet de sauveteur secouriste du travail, et puis plus récemment, très récemment, une évolution sur l'obligation d'être formé au travail en hauteur pour un grand nombre de diplômes. Mais effectivement, dans les entreprises également, ça a beaucoup évolué. Bon, j'ai parlé des nacelles, qui est un matériel qui aujourd'hui se rencontre de plus en plus souvent et qui se démocratise dans les entreprises. Très bien, mais merci beaucoup Arnaud Chaumont d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Merci. Place à présent à nos offres d'emploi avec Francis Claus, que l'on retrouve comme toujours avec nous par téléphone. Bonjour Francis. Bonjour. Et vous avez 2 postes à nous proposer. Le premier, celui d'agent à domicile en CDI à Metz. Oui, vous réaliserez des tâches nécessaires à l'entretien des domiciles de clients. Vous vous occuperez du transport. Le véhicule est donc indispensable. Les frais de transport sont pris en charge. Et il faut savoir que vous travaillerez 17h50 par semaine. Donc le permis B est nécessaire. On vous demande d'avoir 6 mois d'expérience sur un poste identique. Et le salaire, lui, s'échelonne de 9,43 €, 10,12 € de l'heure, plus une prime de fin d'année. Autre poste, Francis, celui d'aide ménager à domicile en CDI à Nancy cette fois. Oui, on change de département. Vous effectuerez l'entretien ménager du domicile de particulier ainsi que le repassage. Vous travaillerez à Nancy et dans l'agglomération nancéenne. Votre temps de travail évoluera rapidement si vous disposez d'un moyen de locomotion pour circuler facilement. La durée de travail est de 20 heures par semaine. Les débutants sont acceptés. Le salaire, lui, est de 9,43 € de l'heure, plus un remboursement kilométrique. Merci beaucoup Francis et je rappelle que vous pouvez déposer vos candidatures au www.pôle-emploi.fr. La recherche d'emploi, justement, en cette période de crise, ressemble parfois à un parcours du combattant. Pour multiplier ses chances, chacun peut envoyer bien sûr des candidatures spontanées. Cette démarche est-elle payante? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Denis Heft, qui est consultant à Nancy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, faut-il envoyer des candidatures spontanées? Oui, je pense que malgré le nombre de personnes qui aujourd'hui doutent de cela, je pense qu'une candidature spontanée peut encore aujourd'hui être intéressante. Pourquoi? À condition que la candidature spontanée soit clairement ciblée, en cohérence entre ce que sont mes compétences et l'entreprise à laquelle je m'adresse. Évidemment, si j'ai une formation, on évoquait le bâtiment, de maçon, tout va très bien. Envoyer aujourd'hui une lettre de candidature de maçon à une entreprise, elle sera immédiatement identifiée.
Si je suis pâtissier et que j'envoie une candidature spontanée à une entreprise de BTP, ça ne va pas faire. Donc là, il y a bien une recherche d'adéquation entre ce que je suis, ma formation, et la destination de la lettre de candidature spontanée. Deuxième précaution très importante, autant que faire se peut, identifier une personne à qui j'adresse cette lettre de candidature spontanée au sein de l'entreprise. Donc ça nécessite quoi? Ça nécessite d'avoir un travail au préalable de la rédaction du courrier en question, de cibler, avoir un nom pour pouvoir l'adresser nominativement. Elle a une probabilité plus forte d'arriver en main propre. Et troisième élément très important, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises reçoivent infiniment peu de courriers, puisque tout passe par Internet, tout passe par des mails, qui sont en général noyés dans une masse, alors qu'aujourd'hui, finalement, le courrier, le papier, fait différenciation. Que faut-il mettre dans ce genre de candidature? Alors là, on a bien vu qu'il fallait bien cibler la personne, éventuellement le papier, effectivement, le privilégier. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre dans une lettre de candidature spontanée pour sortir du lot, quand même, malgré tout? Il y a quelques règles simples à appliquer. La première, d'abord, c'est de ne pas faire un courrier qui fasse 4 pages, sachant que, clairement, le lecteur va passer peu de temps après ça. Donc ça veut dire que l'information que je dois mettre doit être très concise, précise. Elle doit dire quoi? Elle doit dire rapidement qui je suis, quelles compétences j'ai, quel poste je recherche et comment me contacter. Si je voulais résumer en 4 lignes. Alors évidemment, il faut un peu arrondir et harmoniser les choses, mais clairement, il ne faut pas plus que cela. D'accord. Et ensuite, comment il faut rebondir? Si par exemple on a des réponses, voilà, alors, comment ça se passe? La logique voudrait que pour rebondir, dès lors on a le nom de la personne, on essaye de pouvoir la contacter après ma lettre de candidature spontanée. Ce sont les principes finalement du marketing classique. Oui. J'envoie une information et ensuite derrière je chasse la personne qui aura reçu l'information. Donc autant que faire se peut, essayer d'aller derrière la lettre papier au contact avec la personne à qui je l'ai adressée, pour m'assurer d'abord qu'elle l'ait reçue et voir comment je peux déboucher, parce que l'objectif, c'est pas que la personne l'ait lu, l'objectif c'est que la personne soit intéressée par ce qu'elle a lu et qu'elle s'engage derrière à un contact physique, c'est-à-dire un entretien. Parce que l'objectif de la lettre de candidature, c'est uniquement ça, c'est obtenir un entretien, obtenir un face-à-face, pour que je puisse être en capacité, physiquement, dans une relation humaine, à démontrer l'impact que je peux avoir et l'utilité que je peux avoir pour une entreprise. Très bien, mais merci beaucoup Denis Eft pour tous ces conseils qu'on aura bien notés. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente journée et tout de suite, bien sûr, vous le savez, place à l'information dans votre région. Belle journée à vous, à bientôt.